Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des agro-webinaires du mardi. Je vous laisse le temps de vous connecter. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Euh, on a la chance aujourd'hui de pouvoir échanger avec Anne Gouillon, qui va se présenter juste après. Je patiente encore quelques instants, le temps que les gens terminent de se connecter. Le compteur continue de monter. Il y a plus de 300 inscrits. Je vais en profiter Du pour succès. mon écran. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Agro-Webinaires du mardi. Voyage au cœur du vivant. Et pendant cette nouvelle mini-série, le sujet qui sera discuté tourne autour du carbone et de l'agriculture. Cette mini-série va s'étaler sur 3 semaines. Là, c'est l'épisode avec une auteure, Anne Gouillon, ingénieure agronome, et on va parler de l'approche systémique. Je vous rappelle les règles pour pouvoir échanger. Vous avez le chat si vous voulez partager des informations. Et si vous voulez poser des questions, utilisez la partie Q et R pour poser les questions et les réponses. On gardera un temps d'échange en fin de discussion avec Anne pour terminer à 14 heures. C'est que, voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que l'approche systémique que tout le monde croit connaître et qui est finalement très peu pratiquée peut apporter à notre sujet carbone et agriculture. Je crois que Julien a l'intention de me titiller avec quelques questions auxquelles je m'efforcerai de répondre. Comment? Et bien entendu, à la fin, on prendra vos questions. Et si en cours de route, vous avez des interrogations, des remarques, des choses que vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut s'exprimer dans le chat, Julien. Ça fait, on peut écrire dans le chat si partager des Voilà. informations. Donc, n'hésitez pas. Peut-être que Julien aura l'occasion de regarder dans le chat ce qui se passe et puis peut-être de me dire s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ou s'il y a certaines réactions. Voilà. Donc, en effet, me présenter. Alors, moi, je suis à la base une ingénieure agronome qui a choisi dès le départ voilà, j'ai terminé mes études dans la spécialisation qui avait été créée par René Dumont, je rappelle, le premier candidat écologique à une élection présidentielle en 74, grand défenseur des paysanneries du tiers-monde et de l'écologie, donc bien sûr. Et donc, cette spécialisation, développement agricole, était par ailleurs et est toujours aujourd'hui fondée sur une approche systémique, donc à plusieurs échelles, système de culture, système de production, systèmes agraires, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Donc, j'ai baigné dans cette approche systémique dès le début, et puis avec une volonté d'engagement pour un développement durable des agricultures que j'ai complété ensuite dans la même chaire, hein, dans la même spécialisation, par une thèse de doctorat qui était consacrée à l'analyse, disons, à la fois économique, sociale et environnementale de systèmes agroforestiers en Indonésie. Finalement, on m'avait confié l'étude de plantation d'EVA et je me suis rendu compte que ces plantations d'EVA étaient en fait des systèmes agroforestiers, ce qui montre une fois de plus comment on peut changer de regard dès qu'on a l'approche système. Du coup, l'objet n'est plus le même et on n'étudie plus du tout la même chose. Voilà. Donc, ça permet de défocaliser le regard. Bon, et puis, en milieu de carrière, si, voilà, j'ai voulu compléter ça par des études de psychologie. Et bon, c'était une vieille passion. Et c'est aussi parce que j'avais déjà travaillé avec Maximilien Rouher, donc avec qui j'ai écrit le livre Réparer la planète. On avait créé un cabinet de conseil en développement durable, Be-Citizen. On s'était beaucoup voilà, excité sur un certain nombre de solutions possibles pour le développement durable, en se rendant compte un certain nombre d'années après qu'il ne suffit pas d'énoncer les problèmes pour que les gens aient envie de les résoudre ou pour qu'ils soient capables de résoudre, mais il ne suffit pas non plus d'apporter de soi-disant solutions pour que les gens puissent s'en emparer. Sans doute parce que si les solutions ne sont pas systémiques, si le système ne permet pas de les mettre en œuvre, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on s'était posé la question des freins psychologiques à l'adoption des solutions, des freins psychologiques au changement. Et ça avait été une de mes motivations
pour faire donc une maîtrise en psychologie à l'université Paris 8, voilà, dont le master est fondé énormément sur les approches systémiques, en particulier celle de l'école de Palo Alto. Voilà, donc voilà, j'ai travaillé beaucoup à l'international, en Asie du Sud-Est, en Afrique, un peu en Amérique latine. J'ai quand même été 10 ans chercheur au CIRAD, puis à mon compte, et notamment 8 ans également comme agricultrice bio avec un projet qui était plutôt un projet de ferme pédagogique. J'exerce aussi, grâce à ma formation de psychologie, en tant que coach et thérapeute systémique. Pourquoi? Parce que ça me permet tous les jours de vérifier avec des individus, qui peuvent être des dirigeants, qui peuvent être des familles, etc., que j'ai bien les outils pour faire changer des vrais gens dans la vraie vie. Donc, je vous parlerai un peu des outils du changement systémique stratégique. Et en les pratiquant un peu tous les jours, je continue de m'en imprégner. Ça me donne des idées pour voir comment on peut les appliquer à nos crises climatiques, et ça me permet de vérifier si je sais bien m'en servir. Voilà, et donc Julien m'a fait venir aussi parce qu'en effet j'ai une casquette d'auteur. Donc notre premier ouvrage avec Maximilien s'appelait donc Réparer la planète, la révolution de l'économie positive. L'idée c'était, on en reparlera aujourd'hui, qu'il ne suffit pas de réduire nos impacts sur la planète, il faut aussi avoir des impacts positifs pour restaurer des cycles qui ont été dégradés. Alors, c'était un livre très positif. C'était encore possible à l'époque, hein, vous voyez, il y avait un bandeau, les solutions existent. Disons, l'optimisme et l'énergie de ce livre avaient été beaucoup salués. Il a bien marché. Il est arrivé en plein Grenelle de l'environnement. C'était pas du tout le même mouvement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'écrire en gros les solutions existent. Et on reviendra là-dessus par rapport à l'approche systémique. Et là, donc, je termine la suite de ce livre, la V2, qui est justement, qui reprend tout ça avec une approche beaucoup plus systémique et qui montre, voilà, qu'on ne peut pas vraiment parler de solutions de manière isolée, mais plus d'approches, de pistes de solutions, de pistes de méthodes de changement. Voilà. Et j'ai des casquettes aussi bénévoles d'administratrice de l'Université Paris-Saclay et au sein d'AgroDurable dans la fédération Uniagro. Voilà. Merci Anne pour cette présentation. Justement, dans ton livre Réparer la planète, dans la V2, tu plaides pour une approche systémique. Alors, avant de rentrer sur le sujet du carbone, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, voilà, c'est quoi cette approche systémique à ton sens? Oui, alors, c'est à la fois très simple et sans lettres. Bon, donc, qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un ensemble d'éléments en interaction. Oui, c'est très, très, très simple en réalité. Mais quand on dit un ensemble d'éléments en interaction, ça veut bien dire qu'une approche systémique, c'est une approche où ce qui nous intéresse, ce sont les interactions. Vous voyez très bien ce que ça donne en médecine. Si vous avez le diabète, eh bien une approche de médecine non systémique va se centrer sur votre pancréas. Et puis l'approche systémique va essayer de comprendre comment marche l'ensemble de votre métabolisme et sur quelles interactions entre, je sais pas, l'insuline, les récepteurs de l'insuline, etc., on peut agir. Les approches systémiques, elles se sont redéveloppées, on peut dire, après la Seconde Guerre mondiale, en réponse à des interrogations sur des phénomènes complexes de nature globale mondiale qui, quelque part, dépassaient l'entendement humain. Tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et toutes les menaces qui arrivaient derrière, la menace de l'apocalypse nucléaire, les menaces écologiques dont on parlait déjà beaucoup dans les années 50-60. Pour la première fois, l'idée que l'humanité pouvait s'auto-anéantir, anéantir son environnement par des phénomènes sur lesquels on n'avait pas l'impression d'avoir vraiment la main, c'était quand même une interrogation un peu nouvelle. Et donc, du coup, ça a fait ressurgir les approches systémiques en réponse à la complexité d'un monde globalisé dans lequel on s'est dit, ben, les approches qu'on a, manifestement, on n'arrive pas à maîtriser. Donc, un changement de regard. Et à partir de là, les approches systémiques progressivement ont gagné l'ensemble des sciences. Voilà, la biologie, évidemment. Alors, l'écologie est par nature une science systémique, puisque c'est une science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement, et entre les êtres vivants eux-mêmes. Donc, c'est une science systémique par nature. Mais globalement,
toutes les autres sciences, que ce soit les sciences dures, la physique, et les sciences cognitives, évidemment, tout ce qui est informatique, les sciences biologiques, les sciences humaines, voilà, ont toutes été progressivement gagnées par l'approche systémique. Par contre, comme il y a toujours un gros temps de décalage entre ce qui se passe à la pointe des laboratoires de recherche et qui est transmis dans l'enseignement, par exemple, il n'est pas du tout certain que cette approche soit tant que ça appliquée. Et il y a encore beaucoup de modèles linéaires qui continuent d'être appliqués, qui ne sont pas des modèles systémiques, que ce soit dans l'enseignement ou dans les pratiques qu'on peut voir au jour le jour dans le monde professionnel. Alors que les anciens, si on prend par exemple les philosophies grecques, ou les grands systèmes philosophiques qui y ressemblent, que sont je sais pas, par exemple la philosophie indienne, la médecine chinoise, ce sont des pensées systémiques. Alors elles sont beaucoup plus empiriques que les sciences systémiques d'aujourd'hui. Les sciences systémiques d'aujourd'hui sont nourries par des gros modèles informatiques qui permettent de faire tourner des millions de données sur des dizaines ou des centaines de cycles. Donc là, c'est des approches qui étaient plus empiriques, qui étaient plus analogiques, avec beaucoup de symboles, etc. Mais c'était des approches systémiques où on s'intéressait, par exemple, aux interactions entre l'homme et son environnement. Vous voyez, on considérait, par exemple, que voilà, votre aliment doit être votre premier médicament. On s'intéressait à la façon dont l'homme pouvait être en équilibre avec son environnement. Ça, c'est très systémique, la notion d'équilibre, tout le temps. Nous reviendrons dessus. Et l'idée, c'était, par exemple, pour la médecine grecque, mais c'est pareil dans les médecines chinoises et indiennes, euh, que finalement une maladie, c'est une rupture d'équilibre. Nous, on verra de rupture d'homéostasie, et que le but, c'est de rétablir cet équilibre. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire, allez, pan, on va détruire un pathogène. Vous voyez, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, voilà, cette approche systémique a été un peu éclipsée à un moment par une approche beaucoup plus linéaire, qui était beaucoup plus dans la maîtrise et dans le contrôle, qui est celle de la pensée, notamment de la Renaissance et des années qui ont suivi, et qui est représentée par le fameux "je pense, donc je suis" de Descartes, qui disait ben, il faut imaginer l'homme comme capable de se rendre maître du monde, maître de la nature. Et donc, cette approche très linéaire qui est dans le contrôle, "je pense, donc je suis". Eh bien non, en systémie, on ne peut pas dire quelque chose, donc quelque chose. Si je dis que A implique B, si je dis que A donc B, alors immédiatement, mon réflexe systémique, c'est de me dire, dans un système complexe qui se développe dans le temps, par définition, ce système ne tient que par des interactions qui sont donc des actions-rétroactions. Donc, si A donne B, alors B donne aussi A. C'est-à-dire que B a aussi une action sur A, toujours, 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 toujours. D'accord? Et si je n'étudie pas la rétroaction de B sur A, je vais faire des erreurs fondamentales. Je vais rentrer dans l'erreur des causalités linéaires, où je vais dire A donne B, donne C, donne D, donne E, donne F, donne G, donne H. Eh bien, puisque j'ai H et que H est un problème, eh bien, j'ai qu'à chercher A, qui est la cause initiale. Je supprime la cause initiale, par exemple le microbe dans une maladie, et tout va bien. Eh bien non, parce qu'au milieu de tout ça, il y a des tas de boucles d'action-rétroaction qui vont venir m'empêcher d'agir de cette manière. Voilà, donc cette absence de causalité linéaire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à s'imprégner. Moi, j'ai mis des années, notamment grâce à ma formation en psychologie systémique, on nous a beaucoup appris ça, et dans ma pratique en cabinet notamment, en permanence de me dire, attention, tu es en train de dire que ceci se passe parce qu'il y a cela, mais n'oublie pas qu'il y a aussi le contraire en même temps. OK? Bon. Et donc, je pense, donc je suis, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, les Asiatiques le savent bien. Je suis, donc je pense. Et on sait aujourd'hui en psychologie comportementale que voilà, ce n'est pas nécessairement l'idée qui précède l'action. C'est pas parce que vous pensez du mal de votre voisin que vous allez être désagréable avec lui. Parfois, c'est le contraire. La façon dont vous avez agi avec votre voisin, vous allez ensuite le rationaliser et vous dire, ah, j'ai refusé de lui prêter ma voiture. Oui, mais en fait, c'est parce que franchement, c'est pas un type bien. Vous voyez. Donc, c'est dans les deux sens, hein. Je pense, donc je suis, j'agis, donc je pense. Autre aspect fondamental dans les systèmes, donc c'est la complexité. Et la pensée systémique, c'est la capacité à reconnaître la complexité. Et la complexité, ça veut dire que le tout est supérieur à la somme des parties. Et là encore, donc ça interdit le réductionnisme. Donc un système a des propriétés émergentes. Vous voyez, par exemple,
Vous prenez des gens qui jouent de symphonie, bah, c'est un système, hein, c'est des musiciens en interaction. Eh bien, l'harmonie qui se dégage de tout ça, c'est une propriété émergente. Vous ne pouvez pas isoler un des musiciens et vous dire, ah ben c'est le violoniste qui est responsable de l'harmonie. Non, ce sont leurs interactions. Et l'exemple clé dans tout ça, c'est l'homéostasie, donc la stabilité des paramètres d'un système. Par exemple, l'homéostasie de la température du corps humain, 37 degrés plus ou moins 5, c'est un véritable miracle quand on y réfléchit, hein. Voilà. Passez votre temps à aller d'une pièce chauffée à une pièce froide, vous courez, etc. Et vous restez à 37 degrés plus ou moins 5. Eh bien, je vous mets au défi de trouver l'organe de l'homéostasie dans le corps humain. Et vous pouvez découper le corps humain en petits morceaux tant que vous voulez, bah, il n'y aura plus d'homéostasie. L'homéostasie, elle dépend de millions d'interactions en permanence entre vos différentes cellules, dans lesquelles, bien sûr, certains organes ont un rôle prééminent, hein. Il y a des nœuds dans un système, n'empêche que ce sont que des interactions. Donc, c'est bien ces propriétés émergentes qu'il faut comprendre, sinon, une fois de plus, on passe à côté de la réalité. Donc, aujourd'hui, dans l'approche système, je pense que ce sont des choses qui sont relativement comprises. Quand les gens disent il faut penser système, il faut avoir une approche système, ok, on sait bien que ça veut dire globalement qu'il faut regarder les choses en relation les unes avec les autres, qu'il faut sortir de ce qu'on appelle les approches silos, qu'il ne faut pas regarder les choses isolément. Très bien. Mais franchement, en général, ça s'arrête là. Et ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire de manière incantatoire, il faut avoir une approche système, regarder les choses de manière globale et cesser de penser en silo. Le problème, ce n'est pas de penser, c'est aussi d'agir. Et là, il faut avoir des méthodes pour agir sur les systèmes. Et là, c'est encore autre chose. Il faut comprendre comment fonctionnent les systèmes et comment ils changent et comment surtout ils résistent au changement. Et là, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique stratégique, donc notamment l'école de Palo Alto, qui va permettre de contourner la première propriété émergente de n'importe quel système, qui est la résistance au changement, l'homéostasie. Par définition, un système complexe qui s'est maintenu dans le temps, c'est parce qu'il est capable de résister au changement. Il est capable de rester cohérent et il est capable d'assurer une certaine stabilité de ses paramètres. Sinon, il aurait explosé depuis longtemps. Vous voyez, ce sera. Okay. Donc, ce qui veut dire quand même que, a priori, quand vous introduisez une tentative de changer un système, il y a de grandes chances que le système vous renvoie exactement la compensation inverse. Vous faites plus 1, le système va vous renvoyer moins 1. Mais c'est plus vicieux que ça parce que, surtout lorsqu'on est dans le cadre de systèmes vivants, qui sont des systèmes évolutifs, eh bien, le système il va s'adapter à votre tentative de le changer. Il y a résisté, c'est un apprentissage. La prochaine fois, il sera encore plus costaud pour résister à votre tentative de le changer. De sorte que on arrive à ce qu'on appelle en systémie les changements de type 1. J'essaie de changer quelque chose dans un système. Par exemple, j'essaie d'augmenter votre température. Bon, le système compense, il revient à son état initial et il renforce toutes les mécaniques qui lui permettent d'éviter de changer. Par exemple, eh bien, quand un corps subit une infection, il va faire monter sa température pour pouvoir faciliter le combat contre les germes. Ensuite, il va la laisser redescendre, ou la faire redescendre, pardon. Et entre-temps, bien sûr, il a acquis une résistance à ce germe. Vous savez bien qu'à chaque fois que vous avez un rhume, votre immunité se développe. Donc, vous voyez que vous ne revenez pas à l'état initial. Vous revenez à un état initial renforcé. Donc, ces changements de type 1, par lesquels le système résiste au changement, ça n'est pas juste, ah ben finalement, j'ai essayé de changer le système, ça n'a eu aucun effet. Si, ça a eu l'effet de renforcer son état actuel et sa résistance à tout changement. Alors, le graphique, voilà, le tas de vermicelles là, que vous avez sur la gauche, moi je l'adore, hein. Malheureusement, il faudrait vraiment l'agrandir beaucoup pour pouvoir le lire. Il représente l'ensemble des interactions métaboliques dans votre organisme en lien avec les problèmes d'obésité, enfin de prise de poids, vous voyez? Bon. Donc, vous pouvez, et ça, franchement, c'est très représentatif de ce que peut être un système vivant. Et ça n'est qu'un sujet de votre organisme. On aurait pu rajouter tous les autres paramètres de votre organisme et tous les liens de votre organisme avec tous les autres organismes avec qui vous êtes en interaction. Donc, on imagine bien que dans tout ça, comme vous pouvez le voir, il y a des flèches, il y a des interactions. Et chacune de ces interactions, chacune de ces petites flèches, c'est une boucle d'action-rétroaction qui, a priori, est stabilisatrice, qui vise à stabiliser et qui vise à empêcher le changement. Dans le cas du climat, on peut prendre un exemple. Vous voyez,
l'humanité a bénéficié jusqu'à aujourd'hui de la capacité du système climatique, car le climat est bien un système, à maintenir une forme de stabilité, à savoir le fait que lorsqu'il y a plus de carbone dans l'atmosphère et qu'il fait de ce fait aussi plus chaud, la végétation et l'océan, la vie océanique, ont tendance à augmenter leur photosynthèse parce qu'il y a plus de carbone et parce qu'il fait plus chaud, et donc à capter plus de carbone. Ça, c'est vraiment un exemple de boucle de rétroaction compensatrice. A donne B, et il y a B donne A qui compense l'interaction initiale. Et les systèmes tiennent grâce à ça, et le système climatique, il tient grâce à ça. Mais ça peut aussi péter. C'est-à-dire qu'à un moment, on sait que la forêt, par exemple, à certains moments, lorsqu'il fait trop chaud, les arbres ferment leurs stomates, ils peuvent même mourir, être malades, voire brûler. Et à ce moment-là, au lieu de stocker encore plus de carbone pour compenser nos émissions, ils vont relarguer dans l'atmosphère des tonnes de carbone. Et là, on rentre dans une boucle d'interaction qui est accélératrice. C'est-à-dire qu'au lieu de compenser, maintenant, la boucle d'interaction va accélérer. C'est ce qu'on appelle un emballement. Et c'est ça que tout le monde craint aujourd'hui dans le système climatique, c'est qu'il y ait des emballements où tout à coup, tous ces mécanismes stabilisateurs qui existent normalement dans un système pètent, s'inversent, et puis du coup, on sort de la stabilisation, on va vers l'accélération du changement climatique. Justement, du coup, Anne, là, ça fait le lien avec notre sujet carbone et agriculture. Je vais lancer une petite question aussi pour voir si je vous dis carbone et agriculture, vous me dites, maintenant qu'on a voilà, compris cette notion d'approche systémique et notamment stratégique qui est hyper importante quand on parle du carbone et de l'agriculture. Là, je vous invite voilà, à répondre à cette petite question. Voilà, si je vous dis carbone et agriculture, vous me dites en un mot, une réponse courte. Parce que l'idée là maintenant, c'est de discuter aussi avec Anne quand on voit cette question de l'approche systémique et cette question du carbone et de l'agriculture. Parfois, peut se poser un certain nombre de questions, notamment on sort du salon de l'agriculture, où on a parlé beaucoup de décarbonation, on a parlé d'alimentation décarbonée, on a parlé aussi d'agriculture décarbonée, mais par rapport à ce que tu dis sur effectivement la captation du carbone, est-ce qu'on n'est pas sur euh, un contresens où finalement, est-ce qu'on, dans le langage qu'on emploie, on définit mal on définit mal le sujet? Qu'est-ce que tu penses quand on associe décarbonation avec agriculture et alimentation? Oui, alors tout à fait. Avant de répondre à cette question, mais on va y arriver, euh, je vais reprendre un peu. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça ne marche plus là? Hop, je fais comme ça. Hop. Ah, mais non. Ah, il ne va plus me changer mes diapositives. Elle est bien maniée, celle-là. Si, voilà, c'est ça. Voilà, alors, on va y arriver. Effectivement, il y a un non-sens total sur cette histoire de décarbonation. Et puis, de toute façon, de manière générale, le sujet du carbone et de l'agriculture est probablement très mal formulé, très mal posé. Et en systémie, ce qu'on apprend, moi je le vérifie tous les jours dans ma pratique, vous voyez, on est on est dans une civilisation, dans une culture de l'action, hein, surtout quand on travaille en entreprise, n'est-ce pas? Il faut agir, même les gouvernements sont sommés d'agir. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ok. Alors que dans de nombreux cas, il faudrait plutôt se demander ce que les gouvernements devraient arrêter de faire, ce qu'ils devraient surtout ne pas faire. Vous voyez, ce n'était pas le cas chez les anciens, hein. Chez les Romains, les gouvernements, ils étaient censés être en fond de siège, laisser les choses se faire, laisser les systèmes fonctionner, laisser les systèmes s'autoréguler, hein, parce qu'ils avaient des approches systémiques de l'Antiquité. Et les gouvernements n'étaient censés n'intervenir qu'en cas de crise, vous voyez, bon, tel un tennisman qui monte au filet quand il y a besoin. C'est pas du tout la même chose. Bon, là, il faut tout le temps faire des choses. On est dans la culture de l'action. Bon, alors ça pose un peu de problème, parce que du coup, il convient quand même de se demander, lorsqu'on agit, quel effet ça a. Et lorsqu'on aborde un problème, de se demander est-ce qu'on a bien posé le problème. Et ça vaut le coup de réfléchir avant d'agir, désolé pour la culture de l'action, et de se dire est-ce que j'ai vraiment bien posé le problème? Parce qu'un problème mal posé n'a aucune chance d'être résolu. En revanche, voilà, il y a des tas d'auteurs scientifiques comme Poincaré qui ont dit un problème bien posé est à moitié résolu, d'autres ont dit à 80%, moi je dis il est 100% résolu.
Et ça, c'est en lien avec une phrase de Pascal sur la religion. Voilà, c'est un peu perché, excusez-moi. Voilà, où il s'imagine, s'adresse, voilà, il s'imagine que Dieu, enfin Jésus en l'occurrence, s'adresse à lui et lui dit, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Eh bien, je pense que quelque part, on est capable d'articuler une question qu'à partir du moment où mentalement, quelque part, on est capable de la résoudre, où on est dans le système mental qui nous permettra de le résoudre. Peut-être pas tout de suite, hein, et il faudra sûrement l'aide d'autres personnes. On ne résout pas les problèmes tout seul, hein, déjà. Voilà. Mais quand même, être capable de bien poser un problème, c'est au moins 50% de la capacité à le résoudre, voire 80%, voire quasiment 100%. Donc ça n'est pas rien. Et il faut arrêter avec cette culture de l'action à tout prix. Oui, c'est bien d'agir, à condition qu'on s'en serve aussi pour évaluer l'action et pour apprendre des choses sur le système et les problèmes. Mais avant tout, bien poser les problèmes. Et ce problème du carbone agricole, il est super mal posé. On va voir pourquoi. Et justement, on va voir aussi comment l'approche système nous invite avant tout à nous méfier de certaines actions. Et là aussi, il va falloir sortir de ces approches qui sont très prégnantes dans le domaine du climat, où on entend parfois des choses curieuses, où on va dire à quelqu'un, écoute, moi j'ai l'impression que ce truc-là ne marche pas vraiment, que ça ne sert pas à grand-chose. D'accord, mais enfin au moins on fait quelque chose. Mais non, voyez, comment ça? Mais enfin, au moins, on fait quelque chose. Est-ce que le but, c'est de se donner bonne conscience et de se rassurer en se disant qu'on fait quelque chose et qui sait, ça va peut-être marcher? Non, parce que ce qu'on vient d'apprendre sur les systèmes, c'est que lorsqu'on agit sur un système et qu'on n'a pas de résultat, on croit qu'on n'a pas de résultat, mais on a en fait aggravé le problème de départ. Et quand même, là, il y a un petit primum non nocere. La responsabilité, votre responsabilité, notre responsabilité à tous, c'est avant tout de ne pas nuire encore plus au problème. Et chaque fois que vous appliquez une tentative de solution sur le problème du carbone et du climat, s'il n'y a pas d'effet, alors vous êtes en train de renforcer le problème. Donc il vaudrait mieux arrêter plutôt que de continuer. Et en tout cas, arrêter pour se poser des questions, pour évaluer ce qu'on a fait. Donc, ça, en systémie stratégique, lorsqu'on essaye de changer un système et que ça ne fonctionne pas, on appelle ça une tentative de solution. En anglais, c'était attempted solutions. Ok. Donc, une solution, c'est quelque chose qui résout le problème. Ok. Une tentative de solution, c'est quelque chose qui est plein de bonnes intentions, qui souvent est fondé sur des raisonnements qui ont l'air imparables et qui ne marchent pas. Et comme c'est fondé sur des raisonnements imparables, par exemple, il y a un raisonnement imparable. OK, les émissions de carbone, ça se passe, c'est un problème global, donc il faut le résoudre au niveau global. Et donc, bah, une bonne solution serait quand même de réunir les chefs d'État de tous les pays du monde et puis qu'on se mette d'accord pour réduire les émissions de carbone. Il me semble quand même que c'est un raisonnement parfait. OK. Donc, du coup, ben, on fait ce qu'on appelle les COP, hein, les Conference of Parties des Nations Unies qui se réunissent joyeusement toutes les années. Ça a commencé peu après le sommet de la Terre de Rio en 92. Alors bon, ce graphique très sympa, il s'arrête un peu avant 2020, mais vous pouvez continuer la courbe, hein, c'est la même chose. Hein. Et puis les dernières COP, vous avez vu, hein, Kazakhstan, Dubaï, on a quand même une COP présidée par un magnat du pétrole avec des ventes de pétrole qui se faisaient en parallèle dans les salles de réunion. Enfin, il faut arrêter quoi. Bon. Donc voilà, donc ça c'est typiquement une tentative de solution. À partir du moment où vous avez là des jolies courbes d'émissions de carbone qui n'ont pas l'air de bouger tellement, et que vous pouvez aligner sur cette courbe une après l'autre toutes les conférences des parties, eh ben vous vous dites ces conférences de parties, ce sont des tentatives de solution. Et on dit redondantes parce qu'en général, bah, quand une solution ne marche pas, bah, on va la répéter. On va se dire, ah ben ça n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas fait assez fort. On n'a qu'à faire une deuxième COP, puis allez, on va faire une autre, puis une autre, puis on va inviter de plus en plus de monde, vous voyez? OK? Et puis éventuellement, on va rajouter des conférences supplémentaires, vous voyez? Enfin, très vite, ça devient une espèce d'ensemble comme ça, où tout va dans le même sens. Et là, le mouvement général, c'est ben, on va faire des accords internationaux et s'engager à réduire les émissions. Alors, ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que ces engagements ne sont pas binding. Il n'y a pas il n'y a pas de moyen de les enforcer, de les imposer. Vous voyez, moi, voilà, il y a un accord, quand le Parlement passe une loi en France, c'est un espèce d'accord national pour respecter une certaine loi. Et ben moi, si je ne la respecte pas, après, j'ai des ennuis avec la police. Ben, aucun pays
qui ne respecte pas ses engagements face au COP n'a des ennuis avec une police internationale, parce que la police internationale, c'est l'ONU, elle doit avoir une armée de 300 casques bleus qui font rigoler tout le monde, vous voyez. Donc il n'y a pas de moyen d'imposer ces accords, c'est bidon, c'est du vent, c'est des promesses. Et donc, à un moment, il ne faut pas continuer d'aller dans les COP en disant on va essayer de faire mieux, on va essayer de les persuader mieux. Non, vous êtes en train de faire toujours plus de la même chose. Il faut arrêter d'y aller. Enfin, il faut boycotter tous ces COP et dire ça ne sert à rien, on va faire autre chose. Parce qu'y aller, c'est grave. Ça n'est pas juste inutile. Ça donne aussi l'impression au public que le problème est pris en charge. Euh, Ça permet aussi, on l'a vu, plus de transactions pétrolières. Ça permet aux magnats du pétrole de faire croire qu'ils font des choses parce qu'ils vendent quelques panneaux solaires. C'est très dangereux en réalité. Donc ça fait du mal. Les tentatives de solutions inefficaces font du mal. Il faut arrêter ça. Vous voyez. Et là, si vous voulez être convaincu encore plus, voilà, dans l'introduction de mon livre, je vous livre en primeur 4 graphiques qui m'ont pris un temps fou. Voilà. Donc, ce sont des courbes qui ont été mises à la même échelle. Enfin, voilà, bon, j'ai changé les échelles pour qu'elles soient toutes à la même échelle, mais qui montrent l'évolution alors des indicateurs du développement des connaissances qu'on a sur les sujets climat et environnement. Vous voyez, le nombre de rapports sur l'environnement mondial, le nombre d'articles de presse sur le climat, etc., etc. Un certain nombre d'actions, dont les conférences internationales, par exemple, les différentes politiques publiques et privées, les aides, l'éco-certification, l'investissement sur des labels durables, etc. Donc ça, c'est des indicateurs de nombre d'actions. Là, vous avez des indicateurs ensuite d'impact, c'est-à-dire quels sont les flux. OK, on accumule des connaissances et on diffuse des connaissances sur le carbone notamment. On agit. Euh, et pendant ce temps, que deviennent nos flux, que deviennent nos impacts sur l'environnement, nos émissions de CO2, la quantité de forêt qu'on détruit, etc. Et puis, quel résultat ça a sur la planète. Vous voyez, on émet du CO2, que devient la température globale. Alors, moi, je ne sais pas, vous regardez ces courbes, est-ce que vous avez l'impression que les 2 trucs du haut ont un effet sur les 2 trucs du bas? Moi, je ne sais pas, ça parle tout seul, hein. Le seul moment, vous voyez, où il y a une baisse significative des émissions de CO2, on le voit sur le graphique impact, où il y a une espèce de truc là qui descend vers le bas. Eh ben, en fait, c'est le Covid, hein, voilà, c'est les années Covid. Là, les émissions de CO2 ont beaucoup baissé, mais sinon, non, hein, vous voyez. Bon. Donc, on a quand même l'impression que dans ce domaine, on est beaucoup sur des tentatives de solutions, et notamment parce qu'on n'agit pas de manière systémique, parce qu'on agit sur le carbone comme si c'était quelque chose sur lequel on puisse agir de manière isolée, parce que le problème est donc mal défini. Et Anne, pour pas tomber dans du Trumpisme, comment toi tu te distingues par rapport à une approche de laisser faire ou ne rien faire comme pourrait le, le prétendre Trump de sortir de l'accord de Paris, etc. Toi, quelle distinction tu fais pour ne pas ouais, que tu sois assimilé à une Trumpiste? Parce que en gros, tu as ce discours que tu peux entendre en ce moment outre-Atlantique, où finalement on sort des COP, enfin en fait on laisse tomber. Toi, enfin, il y a cette Ah question. non, bien sûr. Ah, ouais, ouais, très bien, très bien. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Titi, c'est très bien. Alors, justement, pour répondre à ta question, l'idée, en effet, l'idée, quand on abandonne une tentative de solution, bien sûr que c'est pour faire autre chose. Et c'est pour faire autre chose qui doit être défini à 180 degrés de l'action initiale. Toujours, hein, dans les systèmes, vous dites, OK, ce que j'ai fait ne marche pas, je vais faire un 180 degrés, je vais faire l'inverse. OK? Bon, et là, on est sur des tentatives d'action vraiment où on se dit, on va influencer ce qui se passe localement. Donc, bah oui, tous les impacts locaux du climat, hein, enfin les changements climatiques, on les connaît, les tempêtes, sécheresses. On va influencer le local par le global. Eh bien, nous, on va faire le contraire parce que ça ne marche pas. On va influencer le global par le local. Je vais revenir là-dessus. Et on va faire aussi, dans les inversions, on va en effet sortir de cette histoire de décarbonation de l'agriculture dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est facile, ça c'est de la chimie. C'est la base des molécules de sucre qui sont la base de tous les tissus du vivant, hein. Voilà, une feuille, une tige, c'est de la cellulose. Un grain de riz, c'est de l'amidon, etc., etc. C'est ce qu'il y a dans votre assiette, en fait, pas la cellulose, car vous n'êtes pas des ruminants, mais le glucose et l'amidon, c'est ce qu'il y a dans votre assiette. Et puis, bien entendu, il y a aussi les protéines. Donc ça, c'est une molécule durée, OK? Enfin, dans tout ça, il y a du carbone partout. Donc moi, je veux bien qu'on décarbone notre alimentation, mais en fait, ça veut dire qu'on va mourir de faim.
On ne peut pas se nourrir sans carbone. Donc, on ne peut pas décarboner l'alimentation. Ce truc n'a aucun sens, d'accord? Alors, bien sûr, vous allez dire oui, mais en fait, c'est une façon de parler. Ça veut dire qu'en fait, on va faire en sorte que l'alimentation émette moins de carbone. Mais d'accord. Mais dans ce cas, disons, réduire les émissions de carbone liées à l'alimentation. Oui, c'est plus long, mais enfin, au moins, c'est précis. Parce que décarboner l'alimentation, c'est une façon de parler qui est quand même un peu gênante. Alors, décarboner l'agriculture, c'est pire. Là, cette espèce d'usine à gaz, c'est le cas de le dire, c'est une usine à gaz à effet de serre. Ça vient d'un rapport du GIEC, donc sur le climat, et ça vous montre les flux et stocks enfin, de gaz à effet de serre. Ah oui, parce que l'autre problème aussi du carbone agricole, bien sûr, et là on voit bien le problème silo, c'est que désolé, en agriculture, si on regarde les émissions de carbone liées à l'agriculture. En fait, il faut parler d'émissions de gaz à effet de serre, mais évidemment, c'est un peu plus long. Alors, il y a émissions de carbone, hein, on va réduire, alors que l'approche systémique consiste au contraire à globaliser. Donc, on va réduire les gaz à effet de serre au carbone, alors que précisément, dans le domaine agricole, les gaz à effet de serre qui finalement posent presque le plus de problèmes, c'est le méthane et les oxydes et les NOx, voilà, les oxydes d'azote. Ok. Les oxydes d'azote, il y a un article de Nature qui a montré que leur impact est beaucoup plus important que ce qu'on croyait. Donc ça vient des engrais azotés. Bon, le méthane, vous savez d'où il vient, notamment ben voilà, des déjections gazeuses de ruminants qui sont nourris avec des graines alors qu'ils sont faits pour être nourris avec de l'herbe, hein. Donc, ce qui veut dire, une fois de plus, si on regarde ça de manière systémique, la solution, c'est pas de décarboner en éliminant l'élevage, c'est de faire de l'élevage avec des ruminants qui mangent de l'herbe et qui ne pètent pas du méthane, du coup. Donc, le méthane, les oxydes d'azote sont largement aussi importants que le carbone en agriculture. Donc, parler de carbone en agriculture, c'est très réducteur. Alors, bien sûr, après, dans les graphiques, on va quand même rapporter en équivalent CO2 les différents gaz à effet de serre. Donc là, vous avez évidemment des flux d'émissions entre la Terre et les océans et l'atmosphère rapportés en tonnes équivalent CO2. Bon, et on voit à ce niveau-là que, si vous voulez, les réserves de carbone qu'il y a dans les sols sont beaucoup plus importantes que les réserves dans les énergies fossiles. Est-ce qu'on voit ma souris quand je la bouge? Non, on voit pas ta souris. Ah Non. mince, bon. Ah, c'est dommage. Alors, à gauche, vous avez notre permafrost, végétation, sol. Ça, c'est les stocks de carbone dans les sols. Et au milieu, alors à droite, vous avez ce qu'il y a dans l'océan. Et au milieu, vous avez ce qu'il y a dans les stocks d'énergie fossile. On voit déjà que c'est beaucoup moins. Et puis au milieu, toujours, vous avez une flèche verticale où il y a marqué énergie fossile plus ciment. Ça, c'est ce qu'on émet avec le pétrole, le charbon, etc. Et puis là, vous avez sur les côtés, entourés en rouge, les flux entre, d'une part à gauche, les sols et l'atmosphère, et à droite, l'océan et l'atmosphère. Et vous voyez la largeur de ces flèches grises, l'immensité, l'importance des flux d'échange entre la végétation, les sols et l'atmosphère, comparé au problème des énergies fossiles. Alors évidemment, les flux nets sont assez faibles parce qu'il y en a un qui compense l'autre. Ce qui veut dire aussi que si, par exemple, donc la végétation cessait de compenser nos émissions, on est mal. Bon, parce que c'est... Bon. Mais ça veut dire que là, il y a quand même un levier d'action qui est énorme. Enfin, moi, à un moment, si je dois résoudre un problème, je vais me concentrer sur le truc qui fait 80% du sujet, pas sur 20%. Donc, en fait, on pourrait très bien se dire avec ça, mais on arrête de s'intéresser à ces problèmes de pétrole parce qu'on n'y arrive pas. Et maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe dans les flux d'échange, par exemple, entre les sols et l'atmosphère. Et à ce moment-là, on va se dire, bah, non seulement, évidemment, on veut limiter les émissions de carbone qui viennent des sols et de la végétation et de l'agriculture, mais on a là un formidable réservoir pour restocker, hein. On sait que voilà, c'est le projet 4 pour 1000. Bon, ce serait peut-être 10 pour 1000 aujourd'hui. On sait que si globalement on stockait allez, 1% de carbone en plus dans les sols du monde, ça compenserait toutes les émissions liées aux activités humaines. Bon. Euh, Comme je vois le temps qui file, Anne, par allez. rapport à cette Et question donc, du des coup, par rapport solutions. à Ouais. ça, voilà, donc par rapport à ça, du coup, s'il s'agit de recarboner les sols et s'il s'agit de sortir des approches de conférence globale qui ne marchent pas,
Et s'il s'agit de se dire, on va agir localement pour avoir un impact global, moi, ce pourquoi je plaide par le biais d'une approche systémique, c'est effectivement tout ce qui va permettre de reconstruire localement les conditions d'un système stable. Et pour ça, on va arrêter de parler de carbone, on va parler de climat, parce que le climat, c'est un système. Le carbone, c'est pas un système, c'est pas une approche systémique, hein, c'est des mesures. Bon, c'est très bien pour les énergéticiens, pour les polytechniciens, mais c'est pas un système. C'est un cycle, d'accord, mais c'est pas un système. Donc, le climat, c'est un système. Donc, on va s'intéresser au climat en tant que système, au niveau local, parce que c'est là qu'on peut agir. Le bon vieux penser globalement, agir localement, il marche toujours. Vous n'avez aucun levier aujourd'hui global sur le climat. Les COP ne servent à rien. Les gens qui sont au pouvoir au niveau global aujourd'hui, les Trump, les Musk, Mohammed Ben Salman, le président d'Arabie Saoudite, Poutine, le président de la Chine, les présidents des multinationales du pétrole, c'est ça les gens qui sont au pouvoir au niveau global. C'est pas l'ONU, hein, l'ONU n'a aucun pouvoir. Donc les gens qui ont du pouvoir au niveau global, non, non, mais rien à battre du climat, ils n'en ont rien à battre de vous et de votre avenir. Au pire, eux, ils se construiront un bunker ou ils prendront une fusée pour aller vivre ailleurs. Donc, on peut pas s'intéresser, on n'a aucun impact global, il faut arrêter. Par contre, localement, on a tous les leviers d'action. Normalement, nous sommes encore souverains sur notre territoire. Et c'est pas étonnant si aujourd'hui en politique, les mouvements souverainistes, nationalistes ont autant la cote, parce que les gens sentent qu'ils ont besoin de reprendre le pouvoir sur leur territoire. Ça ne fait pas de moi une souverainiste anti-mondialisation. La mondialisation existe aussi et elle a ses utilités. Mais je pense que reprendre le pouvoir sur le territoire, agir localement sur le climat, ben, ça veut dire deux choses. Recapter du carbone par l'agriculture, et ça veut, on ne manque pas, et tu as bientôt une conférence là-dessus, de pratiques agricoles permettant de recarboner les sols et de recarboner la végétation, par exemple de mettre des arbres voilà, où c'est du carbone au-dessus du sol. Donc, recarboner l'agriculture, au contraire, et puis se dire que finalement, le climat, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas une espèce de truc comme ça vis-à-vis duquel l'être humain est passif. L'homme a toujours contribué à façonner les climats localement. L'agriculture méditerranéenne en est un bon exemple, mais voilà, tout ce qui relève du bocage, partout où il y a des arbres, partout où il y a des zones humides, il y a toujours eu une quête de quelque part façonner le climat localement pour le stabiliser. Euh, et quelque part co-construire avec le vivant les conditions d'un climat stable. Et c'est ça qu'on fait en réalité, qu'on a toujours fait et qu'on a arrêté de faire dans les années 60-70 grâce au pétrole quelque part qui nous a affranchis de tout ça. Et c'est un peu différent de l'adaptation. Vous voyez, on parle souvent d'adaptation au changement climatique. Moi, quand je parle d'action locale, de refaire les conditions d'un climat stable localement, ça n'est pas que de l'adaptation. Ça n'est pas juste se dire, oulala, là là, il va y avoir plus 5 au niveau global, comment on s'adapte? C'est dire, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'aménage mon territoire? Comment est-ce que je plante des arbres? Comment est-ce que je mets des zones humides? Comment je gère le couvert végétal de mon sol? Comment je gère le bâti? Très important en ville, hein, il y a des techniques spécifiques pour ça de façon à ce que mon climat local soit stable, contenu dans des fourchettes de température qui sont propices à la vie. Et donc, c'est de la reconstruction et pas juste de l'adaptation. Et tu vois que là, voilà, alors peut-être que ça plairait à Trump parce que c'est quelque chose qui est finalement relativement territorial et local. Moi, ça m'est égal, hein. En tout cas, c'est vraiment une démarche active et qui doit forcément se construire avec les acteurs locaux en disant, bon, OK, on oublie le carbone global, on ne peut rien y faire, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tel terroir, désormais, ait un climat stable et puisse stocker du carbone dans ses sols et sa végétation. Voilà, mais c'est une ouverture et je suis sûre qu'il peut y avoir des questions là-dessus. Ouais, mais justement, comme question, tu parles de refaire le lien entre le vivant, le territoire et l'activité humaine. Euh, et par rapport à cette question de l'approche systémique, est-ce que tu as des exemples? Je vois dans les questions notamment qui sont sorties, est-ce que dans les travaux du Shift Project, il y a des choses qui peuvent émerger? Et on se rend compte voilà, que euh, cette question du carbone ne peut pas être forcément réglée qu'avec de la technologie, mais surtout d'abord par rapport au flux que tu montres sur une meilleure alliance avec le vivant. Est-ce que ça serait ça, une piste de solution un peu méta qu'on pourrait Oui, filer? mais, bien sûr, évidemment, donc une alliance avec le vivant, bien sûr, tout à fait, euh, qui veut dire voilà, faire travailler la complexité du vivant et justement s'appuyer sur les propriétés émergentes. Bon, je me souviens comment il s'appelait Christian Huygens,
directeur recherche INRAE, qui nous avait dit dans une conférence chez les agros, c'était une conférence sur les pesticides, hein, où on se demandait comment est-ce qu'on fait pour moins utiliser de pesticides. Et bon, on sait comment on fait pour moins utiliser de pesticides, enfin on sait en théorie, hein, voilà. Non, il y a quand même des gens qui le pratiquent, heureusement. Et c'est notamment en remettant beaucoup plus de biodiversité dans le sol et hors sol, donc par exemple dans des haies ou des arbres de plein champ, des bosquets, etc. Donc on sait que plus on remet de biodiversité, plus on va mettre des insectes qui concurrencent les insectes prédateurs, et puis on va mettre des oiseaux qui mangent les insectes qui nous embêtent, etc., etc. Et à un moment, du coup, on arrive à un système complexe qui peut s'autoréguler et où il n'y aura pas trop souvent des attaques d'insectes ravageurs. Voilà. Et ça s'appelle donc la capacité de régulation des systèmes. Et Christian Huygens nous disait, quand même aujourd'hui, en termes de technologie, il est presque plus facile d'envoyer une fusée sur la Lune que de savoir travailler avec les régulations biologiques dans les systèmes. Et ça, c'est bien une propriété émergente du vivant. Donc, en effet, apprendre à travailler avec les capacités de régulation du vivant, c'est beaucoup d'observations. Moi, j'ai travaillé sur un projet passionnant en Indonésie qui consistait à transformer les paysans en scientifiques. Attention, mais des paysans illettrés, hein, c'était génial. Et donc, il y avait toute une méthode, et ils apprenaient à observer le comportement de leur culture, donc c'était essentiellement du riz. Et puis, ils apprenaient à compter les différents insectes prédateurs, par exemple les ravageurs de la culture, à observer les signes de maladie. Et puis, de temps en temps, ils faisaient des expériences. Ils prenaient un insecte, ils le mettaient avec un autre, et ils disaient, ah, ça, c'est un insecte qui attaque ma culture. Ça, c'est un insecte qui normalement va être mangé par celui-là, mais dans certaines conditions, ça s'inverse. Donc voilà, c'était d'abord beaucoup d'observations. Vous voyez? Donc travailler avec le vivant, ça veut dire aussi repasser du temps avec. Et c'est ça qui est très inquiétant dans certaines technologies, par ailleurs très utiles, les technologies d'agriculture de précision, qui mettent des couches et des couches de machines entre l'agriculteur et le milieu cultivé. Alors que, comme le rappelait Bernard Adair, hein, voilà, leader coopératif agricole et agriculteur de conservation et bio, l'agriculture, c'est un art, c'est pas qu'une science. Ça peut pas être que de la tech et de la science. C'est un art, il faut être au contact du vivant, il faut le sentir. Et ensuite, une fois qu'on le sent, on a la possibilité d'agir avec, c'est-à-dire quelque part de le faire agir. Je ne sais pas comment dire. Voilà, là aussi, c'est un 180 degrés. C'est observer et laisser le vivant, permettre au vivant de se réguler. Voilà, observer, faciliter les régulations par le vivant plutôt que de contrôler. Et par rapport à ce que tu fustigeais pardon, par rapport au COP, il y a des questions notamment sur, bah, il y a des instances comme le GIEC aussi qui existent. Est-ce que tu penses que ces instances ont une utilité? Ou en tout cas, enfin, c'est ce qu'elles disent aussi, hein, de voir comment on peut en faire alliance avec le vivant. Par rapport aux solutions à mettre en place avec une approche systémique, euh, comment, toi, tu vois l'action locale par rapport à des consortiums scientifiques comme le GIEC qui préconisent en fait et qui observent ce changement climatique? Comment on peut articuler et mettre en place ces solutions? Ben, disons que le GIEC, bon, ben, le GIEC, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'organisme bizarroïde. C'est pas un organisme scientifique en fait, hein. C'est un organisme politique puisque il est sous la houlette de tous les gouvernements des Nations Unies, sauf, je crois, la Libye. Enfin, bon, enfin, il y en a deux, trois qui n'ont pas signé, mais enfin bon, c'est les pays qui n'ont pas une très 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 grosse influence. Bon. Donc c'est un organisme qui est sous la houlette de gouvernements. Il ne faut pas oublier que chaque fois que le GIEC sort un rapport, ce rapport a été approuvé par les présidents de toutes les grandes puissances, y compris Mohammed Ben Salman, le prince qui règne en Arabie Saoudite, y compris Poutine, y compris le président de la Chine, y compris Trump, etc. Donc il y a quand même un tas de puissances politiques dont on voit très bien qu'ils n'ont pas très, très envie de perturber leur économie pour lutter contre le changement climatique, qui approuvent ces rapports. Alors, c'est aussi un organisme scientifique parce que ce sont des scientifiques qui écrivent les rapports en se basant sur une synthèse de l'état de l'art scientifique. Bon. Mais il y a quand même une influence politique qui fait que les rapports du GIEC, contrairement à ce que croient les climato-sceptiques, qui disent toujours ouais, le GIEC est trop alarmiste, les rapports du GIEC, au contraire, sont trop prudents. Ils sont obligés de s'auto-censurer parce que sinon, ça ne passerait jamais la barre de la signature de Poutine, du président de la Chine, de Mohamed Ben Salman, etc.
Donc déjà, il faut se méfier de ça. Donc quand ils disent par exemple des prédictions linéaires de réchauffement des températures jusqu'à +5, c'est du baratin. On sait très bien qu'aujourd'hui, on va plutôt vers des bascules, que ça ne sera pas linéaire et qu'on peut se retrouver à +8, voire peut-être +15 selon les modèles de Hansen. Hansen qui écrit dans les rapports du GIEC, mais qui dans ses propres publications dit des choses beaucoup plus inquiétantes. Vous voyez. Bon. Donc le GIEC a ce problème-là. Et puis le GIEC, en effet, s'est embarqué nécessairement, vu la façon dont il a été créé, puisqu'il dépend des Nations Unies, il s'est embarqué dans une approche globale. En effet. Moi, quand je vois Valérie Masson-Delmotte, pour laquelle j'ai la plus grande admiration, signer un article dont le titre est «L'humanité change le climat», c'est du délire. Déjà, il n'y a pas de climat global, hein. On peut étudier le climat localement, c'est la définition du climat, c'est les caractéristiques voilà, des variations de l'atmosphère en un lieu donné, hein, regardez dans le dictionnaire, ok. Mais il n'y a pas de climat global. Vous ne pouvez pas étudier le climat global. Ok, vous pouvez faire une moyenne des températures globales. Pour les précipitations, c'est déjà beaucoup plus difficile parce que les précipitations moyennes varient de 1 degré dans un désert du Chili à 13 000, pardon, à 1 millimètre par an dans un désert du Chili à 13 000 en Amazonie à côté. Donc, il n'y a pas de climat global. Vous ne pouvez pas changer le climat global. Ok. Et puis l'humanité, enfin l'humanité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de complètement abstrait, il y a pas de, c'est pas organisé l'humanité, vous voyez. Donc cette approche globale dans laquelle ils sont embarqués, elle est gênante parce qu'elle est castratrice, parce qu'on ne peut rien faire. Et du coup, on continue les tentatives de solutions à ce niveau-là. Et le GIEC, malheureusement pour moi, est muet sur le côté local. Il nous donne quand même des pistes sur, effectivement, bien sûr, les conséquences locales du changement climatique. Il donne quelques pistes d'action qui peuvent être faites localement, bien sûr, attention, hein. Mais voilà, moi, ce qui me manque aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Alors, vous en avez à Bordeaux. Il y a des gens très intéressants qui font des choses en Aquitaine autour d'Hervé Treut. Voilà. Et vous avez ça dans certaines villes aussi, notamment les géographes urbains. Voilà, arriver à travailler sur la relation locale d'un groupe humain. Pour le coup, là, on va pouvoir parler d'une société humaine bien identifiée, vous voyez, une collectivité, là, ça a une existence, avec le climat. Et donc, c'est vraiment ce serait faire des espèces de GIEC locaux, vous voyez. Ça serait intéressant. Mais Et en ce qui alors, concerne le shift, puisque tu avais posé la ouais. question, moi, ce qui m'ennuie dans le shift, c'est voilà, c'est qu'ils sont partis à fond sur cette histoire de décarbonation. Je pense qu'ils ont un peu trop reproduit l'approche jean-covicienne habituelle à l'agriculture. Bon, d'abord, je suis ravie qu'ils soient intéressés à l'agriculture parce que c'est des gens qui ont quand même une puissance de frappe et une qualité de travaux qui est très impressionnante. Voilà. Ils ont mobilisé beaucoup de gens, dont des milliers d'agriculteurs. Moi, je suis très sceptique parce qu'on est beaucoup dans le réduire, faire moins mal, toujours, truc linéaire. Voilà, on va réduire la part de l'élevage, etc. Bah, je suis désolée, dans certains cas, ça serait peut-être plus intelligent, par exemple, dans certaines régions, d'augmenter les surfaces en prairies, parce que les prairies stockent beaucoup de carbone. Et donc, peut-être qu'il faudrait augmenter, au contraire, le volume de certains élevages et en réduire d'autres. Voilà, donc c'est là que je trouve qu'il y a des limites. Mais à côté de ça, quand on lit la liste des solutions qu'ils préconisent, c'est très intéressant. Et notamment, ils ont très bien mis l'accent, évidemment, sur tout le problème des engrais azotés avec les NOx. Donc, Et alors, comme il nous reste 4 minutes pour boucler, moi j'ai une question pour toi aussi. Sur les leviers, en fait, à un moment, il y a une question sur comment on arrive à conscientiser l'ensemble des masses non expertes avec un temps de cerveau disponible limité. Il y a la question peut-être de la formation initiale ou continue. En 2, 3 minutes, toi, comment tu vois l'impact que ça pourrait avoir, quel levier ça peut avoir? hmm. Alors, donc, conscientiser et former, c'est dans les deux cas. Puisque je suis une systémicienne et que je me dis jusqu'ici, ce qu'on fait, ça marche pas, j'ai dit dans les deux cas, je vais faire un 180 degrés. C'est bien, tu me donnes l'occasion d'illustrer ce que c'est qu'un 180 degrés. Conscientiser. Alors, ça fait quand même un moment qu'on fait de l'évangélisation des masses sur le climat. Et là, ah, c'est dommage, il aurait fait que je vous projette un graphique, mais peu importe. On observe une magnifique augmentation du nombre de gens qui se disent ou qu'on pourrait qualifier de climato-sceptiques. Oui, oui, ça augmente, en particulier depuis le Covid, qui a renforcé une certaine tendance populaire à se méfier des discours qui viennent dans. Bon. Et la frange climato-sceptique qui augmente, ça n'est pas celle des gens qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique, parce que ça devient quand même difficile à croire vu ce qu'on vit au quotidien. C'est la frange des gens qui pensent qu'il y a un changement climatique, mais qui n'est pas d'origine humaine et qui en particulier veulent qu'on arrête de leur parler de CO2 et de réduction de carbone et de taxe carbone tout le temps. Ouais, c'est ça.
Et là, quand même, si on additionne les différents types de climato-sceptiques, on n'est pas loin de 50% dans la population. Ouais, dans la population française et au niveau mondial. Et ça augmente. Ce qui prouve que ces conscientisations, ah voilà, changement de type 1. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça l'effet inverse. Et bien donc il va falloir arrêter de vouloir évangéliser les masses, de vouloir leur expliquer que ouh, le carbone c'est pas bien, il va falloir que tu acceptes d'avoir une taxe carbone et peut-être qu'on te contrôle tes émissions de carbone avec un petit pass, etc. Ils veulent pas les gens. Bon, donc il va falloir arrêter ça, faire à 180 degrés. Et moi je rêve. Moi, je rêverais d'aller dans les régions et au lieu d'expliquer les premiers changements climatiques aux gens, de les écouter et de leur dire, OK, là, on est dans tel terroir. Pour vous, le climat, c'est quoi? Pour vous, le changement climatique, il y en a un, il y en a un pas. Comment vous le vivez au quotidien? Quels impacts ça peut avoir? Et si demain, on se met tous ensemble pour faire en sorte que c'est moins d'impact, et que ça veut dire, par exemple, bah, peut-être, oui, revoir un petit peu l'habitat, revoir l'isolation, revoir l'aménagement de vos villes pour qu'elles soient plus confortables, qu'il y fasse moins chaud en été. Ne me dites pas que les gens vont pas adhérer à ça. Donc, des gens à qui vous essayez d'imposer une taxe carbone, alors qu'ils savent très bien que pendant ce temps, Elon Musk, il balance des fusées dans l'atmosphère en permanence et qui disent, bah non, je vais pas le faire. Voilà. Par contre, il va dire, bah tiens, si on se mettait tous ensemble et que là, on mettait de l'argent de la collectivité pour réaménager la ville, pour qu'il y fasse moins chaud pendant les canicules, mais enfin, vous pensez que les gens seraient en désaccord avec ça? Bien sûr que non. Donc Ça va voilà, être moi, ce serait écouter plutôt que conscientiser, écouter et mobiliser au lieu de conscientiser. Et pour la formation, c'est un peu pareil. Malheureusement, euh, là où on en est aujourd'hui indique quand même que nous ne savons pas encore faire de transition, de transformation écologique de nos sociétés. Lutter contre le changement climatique, on ne sait pas tellement faire, la preuve, ça continue. Par contre, on a quand même des idées sur des process. Voilà, en agriculture, il y a des tonnes de solutions systémiques, justement, qui consistent à changer les systèmes de production pour restocker du carbone. Donc, on a des pistes de solutions, des choses qui peuvent commencer à marcher. Et la formation, pour moi, ça n'est pas essayer d'enseigner des solutions, mais ça serait comment on invente des méthodes de formation où finalement les étudiants vont être coproducteurs des solutions. Moi, j'appellerais ça de la recherche, formation, action. Donc, il s'agit de former à quelque chose qu'on ne sait pas faire et donc d'utiliser toutes les méthodes des pédagogies de projet, des pédagogies actives pour dire, bah, écoutez, voilà, nous, enseignants, on va vous aider à mieux poser les problèmes, on va vous aider à aller chercher de l'information, des références, des benchmarks sur ce qui existe, analyser ce qui existe et puis construire des nouvelles solutions. Donc, vraiment de la pédagogie de projet. Merci beaucoup, Anne. On est arrivé au bout de notre heure de discussion autour de carbone et agriculture. Il y a pas mal de questions qui sont restées en suspens. On pourra continuer à Ah, je suis interagir. désolée. Non, non, pas de problème. Je vous partage le menu de la semaine prochaine où on sera avec Sylvain Pellerin, directeur de recherche à l'INRAE, et Jean-Baptiste Dolé de l'IDEL sur la question stockage du carbone à levier d'atténuation du changement climatique. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon après-midi. Merci aux partenaires Académie d'agriculture de France, ACTA et Agrinium. Et à très bientôt. Au revoir.